La chanson, c'est l'épanouissement d'un texte dans une forme mélodique. Et ça autorise à écrire et dire des choses qu'on ne pourrait pas dire simplement dans un poème qui est régi par d'autres règles. Bonjour, je suis Luc Prigent et vous écoutez le podcast Louis Vuitton Extended. Aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer Arthur Teboul, chanteur et parolier de Feu Chatterton, poète et parisien de grand chemin. Nous allons parler d'inspiration, d'écriture automatique et de Paris, mon sujet préféré. En effet, les éditions Louis Vuitton ont donné carte blanche à Arthur Teboul pour l'écriture du préambule du Paris City Book qui vient de paraître. Cet épisode vous réserve une jolie surprise, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Arthur Teboul. Bonjour Loïc. On est trop content de vous avoir sur le podcast. Je suis très heureux d'être là. Vous pouvez nous parler de votre enfance artistique? Mon père est plasticien et mon petit frère, Sacha, fait les Beaux-Arts, puis la Fémis. Et en fait, on travaille ensemble tous les trois beaucoup. Ils font les pochettes de nos disques, Feu Chatterton graphisme, des affiches, des typos, plein de choses. On aime beaucoup travailler ensemble. Pourquoi je raconte ça? Parce que mon enfance artistique, probablement, vient du fait que j'ai eu un père qui, sans ne chercher à rien me prouver, par sa manière d'être au monde et son amour pour l'art, en gros, m'a fait ressentir que... Comment il s'appelle? Edgar Teboul. La dernière pochette de notre album avec Feu Chatterton, l'album Palais d'Argile, c'est d'abord une œuvre plastique de mon père, avec une empreinte en plâtre, une carte mère d'ordinateur, qui a été prise en photo et retravaillée par Sacha pour le graphisme. Ils m'ont fait accéder à la simplicité et la puissance de l'art dans sa simplicité. Ce que je veux dire par là, c'est que avec le groupe et avec la poésie que j'écris, j'ai senti que pour de nombreuses personnes que je rencontrais, il y avait quelque chose d'intimidant dans la poésie ou dans le rapport à un tableau, à une exposition, à un musée. Et eux, vous ont décomplexé? Et moi, j'ai jamais senti ça. J'ai toujours senti que c'était plutôt un compagnonnage fécond, une flamme, une subversion, la possibilité de se nourrir avec insolence, une école buissonnière. Qu'est-ce qu'ils vous ont montré pour que ça arrive comme ça? Je crois que c'est ça qui est beau, c'est qu'ils n'ont rien cherché à me prouver. Okay. Souvent, quand on essaie de vous convaincre qu'une chose est aimable ou désirable, il y a peu de chances que vous l'aimiez vraiment. Mais si vous la vivez comme ça, quand mon grand-père prenait un livre et qu'il se plongeait dedans, je sentais dans son œil quelque chose traverser, ou dans sa manière d'être, ou après avoir lu mon père régénérer de quelque chose. Il y a un mystère. Et ça, c'est une chose que, pour avoir eu la chance de le vivre, j'essaie de transmettre. Si on va au-delà du papier Bible, de tout le décorum et tout, en fait, d'abord, c'est des êtres de chair et de sang qui ont questionné leur époque, qui à un moment ont inventé, se sont perdus, et nous éclairent, et on dialogue avec eux. Dans les grands auteurs, les grands poètes, les grands chansonniers, les grands tableaux, c'est d'abord la reconnaissance d'une humanité en partage, et parfois aussi, quand on est triste ou seul, le compagnonnage de gens qui vous affermissent dans vos idées, ou qui vous questionnent dans vos idées, qui vous font changer votre vision du monde. Et voilà, j'ai jamais été intimidé à l'idée de prendre un livre, ou même, justement, de dire, c'est pas parce que c'est Baudelaire que je suis obligé de dire que j'aime ce poème. Je pense que c'est pas faire honneur ou respecter les poètes de les sacraliser à ce point. Ça les rendrait fous, je pense. Et vous parlez de compagnonnage. Feu Chatterton, ce compagnonnage, il naît comment? C'est une naissance fortuite? C'est des rencontres fortuites ou vous avez décidé de vous rencontrer quelque part? Au lycée, en classe de première, je m'assieds à côté de Sébastien Wolf et on devient des amis. Et Sébastien Wolf, qui est un des compositeurs de Feu Chatterton aujourd'hui encore. Et dans une autre classe, il y avait Clément Doumic, qui était déjà copain avec Seb depuis la seconde. Et eux faisaient de la musique. Ils avaient un groupe de rock de lycée, très populaire. Qui s'appelait comment? Il s'appelait le Pacemaker, à l'époque. C'était un style de Radiohead Muse, un peu. Et qu'est-ce qu'ils étaient populaires? Je rêvais d'en être. C'était attirant. Et puis surtout, de les voir jouer ensemble. Parfois, on partait en vacances ensemble, en bande de potes, et ils prenaient deux guitares, ils discutaient en chinois, et ils parlaient de trucs incompréhensibles pour moi, c'était très ésotérique. Il y a une alchimie qui est palpable. Comme si, entre les êtres, il y avait des ondes? Une matière. Ouais, une onde, un truc. Et je voulais plonger là-dedans, quoi. Sauf que moi, je sais pas faire de musique, je savais pas jouer d'aucun instrument. À l'époque, j'avais déjà la voix cassée comme ça, mais je chantais pas. Pourquoi elle est cassée? C'est ma mère, c'est un héritage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'univers musical de Feu Chatterton? C'est assez hétéroclite et hybride. C'est de la chanson française, poétique et progressive, au sens de rock progressif. Aux inspirations à la fois 70s, que ce soit dans le rock anglo-saxon ou la bossa nova. Des grands chansonniers français comme Brel, Brassens, Barbara, Ferré, ça c'est les grosses influences, Bachoum.
sorte de mélange. On essaye d'être à la fois aussi attentif à l'évocation du texte qu'à l'orchestration, qui donne une forme de tension aussi parfois entre les deux. Vous pouvez décrire la différence entre un texte de chanson écrit par vous et une poésie écrite par vous? Oui, elle est plus grande qu'on le pense, bien que je vois ça que comme deux canaux d'expression qui prennent leur source au même endroit. Mais les règles qui régissent la chanson et celles qui régissent la poésie sont extrêmement différentes pour une raison simple, c'est qu'en fait, un poème est fait pour être vu, lu, il est graphique, Oui, et une chanson pour être entendue. Et pendant très longtemps, j'ai cru qu'une bonne chanson, le texte d'une bonne chanson devait tenir tout seul. Et que dépouillé de la musique, il fallait qu'il soit exceptionnel, encore. Alors que non? Ben non, je crois tout à fait le contraire. La chanson, c'est l'épanouissement d'un texte dans une forme mélodique. Et ça autorise à écrire et dire des choses qu'on ne pourrait pas dire simplement dans un poème qui est régi par d'autres règles. Parce que la preuve d'une bonne chanson, maintenant, c'est si le texte ne tient pas tout seul, ça voulait bien dire que ce n'était pas juste un texte mis en musique, mais une vraie chanson qui trouve son épanouissement dans cette rencontre entre le mot et le son. Et par exemple, avec le groupe, plus on a avancé, plus on s'est mis à travailler de cette façon. Au départ du groupe, j'ai apporté le texte entier, on les mettait en musique. Ouais. Ça peut faire de belles chansons, mais il y a une limitation dans l'échange. Il y avait moins d'osmose, de danse pure. Là, j'arrive avec des bouts de texte, on fait de la musique, et il y a une rencontre, et le texte influence l'écriture musicale qui influence le texte. Donc il y a un enchevêtrement total, c'est un mariage, c'est faire l'amour, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment de travailler? Oui, pour ménager du temps pour ne pas le travailler. Pendant un long moment, on avait ce fantasme des groupes de rock où le management s'occupe de tout et nous, on aura le loisir d'inventer et de créer. Sauf qu'on perd en liberté et en plus de ça, à chaque fois que j'ai été vraiment déconnecté du réel, j'ai puisé mon inspiration nulle part. Donc en fait, d'être dans le concret, ça nourrit vraiment l'inspiration. J'aime bien cette phrase, je crois que c'est Charles Péguy qui dit « Ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains ». Facile d'avoir les mains propres quand on ne prend pas le risque d'agir. Et vous auriez un conseil à donner pour qu'on ait moins le sentiment de travailler? Je pense qu'à chaque moment, il faut tenter de rester alerte et préserver cette liberté, cette indépendance. Ça demande de faire des choix parfois radicaux, mais toujours d'y être attentif. Maintenant, c'est facile pour moi de le dire, maintenant que j'ai la reconnaissance dans mon métier. J'aime bien le mot de métier, plus que de travail. Un conseil, c'est de préserver le jeu, l'amusement dans ce qu'on fait. Et là, c'est un truc que j'ai réalisé récemment, là, quand j'ai eu l'idée du cabinet de Poème Minute. Et j'en parlais autour de moi et personne ne me croyait, quoi. Donc je crois que si on arrive, quel que soit son métier, à s'amuser, c'est-à-dire à être curieux, à ne pas avoir peur de perdre, pour trouver, faut échouer. Sinon, si on se perd pas, on se trouve pas. Et c'est quoi le cabinet Minute dont vous parliez alors? C'était quoi cette idée? Il y a 1 an à peu près, j'ai ouvert à Paris, rue de Turenne, un cabinet de Poème Minute qui s'appelle Déversoir, et où sur rendez-vous, j'ai créé un site internet un peu comme Doctolib, je recevais 30 à 40 personnes par jour. 30 à 40? Bon, il y avait une sacrée cadence, ouais. Ah ouais, quand même. Du matin au soir, quoi. Au début, j'envisageais de le faire de 10h à 18h. Ouais. Et en fait, comme il y a eu beaucoup de demandes, des gens qui venaient pour des urgences sans rendez-vous, c'est ce qu'on trouvait de 9h à 21h. Avec Ah, il y avait des urgences, il y avait des rages dedans? des rages des deuils, des douleurs, des mélancolies, des gens qui cherchent un remède qu'on ne peut pas forcément leur apporter. C'est ce qui était beau avec ce cabinet, c'est que contrairement aux thérapeutes, il n'y a pas d'obligation pour moi de soigner, ni pour la personne d'être soignée. Et c'est ce qui est beau avec ce principe du poème, c'est qu'il peut être thérapeutique, il peut être divinatoire, il peut être un jeu, plein de choses à la fois, mais il n'a pas d'obligation d'être une chose. Donc injonction et tombe. Et c'est quand même plus sympa quand on se retrouve dans un cabinet sans cette attente qui met une pression incroyable. Donc il sonne à la porte, vous ouvrez la porte. J'avais une salle d'attente quand même. Il y a une salle d'attente, ils se rencontraient, il y a eu J'aimais bien l'idée que ça puisse être un moment aussi une bulle où les gens se retrouvent disposés un peu, puisqu'ils sont venus, ils ont fait la démarche, ils sont quand même sensibles. Quel tableau vous avez mis dans la salle d'attente? C'est la galerie Format, qui est rue de Turenne, qui m'a accueilli, c'est un centre d'art. Aurélien Jacquin qui tient ce centre d'art. Il a pris soin de prêter un Derain, par exemple. Et c'était marrant parce que dans la salle d'attente, il y avait une gravure de Derain, à côté d'une affichette qui disait prière d'éteindre les téléphones portables en entrant dans le cabinet, une plante verte vraiment laide qui penchait,
une belle horloge pour qu'on ait l'heure, enfin, la moquette orange. J'avais bien l'idée de jouer avec tous les codes des professions libérales et thérapeutiques, parce qu'à la fois, il y a quelque chose de très sérieux dans cette démarche. Je disais qu'on manque un peu de poésie au quotidien. Et on entre dans votre cabinet, vous avez une blouse blanche? Non, j'ai des murs tout bleus, un très grand bureau elliptique, comme un bureau de standardiste des années 80, moquette orange aussi, et rien sur les murs, si ce n'est sur un tableau d'Henri Matisse, une esquisse de 2 danseuses jaunes, un magnifique tableau. Et donc, j'étais habillé en costume bleu avec un col roulé bleu. J'avais l'impression d'être le chat d'Alice. Il n'y avait que ma tête qui sortait des murs et je me fondais dans les murs. Donc il y avait vous et le Matisse. Alors voilà, là j'invite les gens à s'asseoir. Ensuite, j'ai un registre où je note les prénoms et l'heure. La personne s'assied et là je dis je vais écrire maintenant un poème minute en votre présence. Le poème n'est pas le fruit d'une conversation ni d'une recherche, c'est le fruit de notre pure présence. Donc je vais écrire comme ça vient. Le temps de l'écriture, je vous invite, si vous le voulez bien, à regarder ailleurs. Alors forcément, la personne qui est seule avec moi dans cette petite pièce un peu intimidante, je ne sais pas quoi faire. Elle se tourne à droite et à gauche, rassurée de voir un tableau, un truc à faire, qui est un peu un prétexte en fait. Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever, vous pouvez regarder le tableau par exemple, vous pouvez vous allonger par terre. Donc la plupart des gens se lèvent pour aller voir le Matisse. Et là, ils voient que c'est signé. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas su que c'était un original. Et là, dans le silence, on entend le bruit du stylo qui court sur la feuille, parce que ce principe-là d'écriture automatique nécessite vraiment une vitesse d'exécution. Et pendant que j'écris, on sent que quelque chose tombe. C'est vrai que c'est rare de nos jours de passer quelques minutes dans le silence avec un inconnu. C'est assez rare. Devant un Matisse. Aujourd'hui, c'est vrai que le plus grand luxe, c'est ça, c'est cette possibilité de déconnexion, de recueillement, de silence. On court tellement, la vie court. Ensuite, je finis d'écrire cette page A4, je tamponne le poème, parce que si on peut se permettre d'avoir un tampon, il faut le faire, Je suis d'accord. c'est un immense plaisir. Ensuite, je lisais le poème à la personne. Et ce moment-là était toujours le moment le plus intense. Très souvent, on avait les larmes aux yeux, sans trop s'expliquer pourquoi. Plein de raisons possibles. Soit parce que le simple fait d'avoir pris soin dans cette forme de simplicité, de l'eau, d'une attention, d'un cadeau, c'est touchant. Soit parce que la force d'un poème, c'est de ne pas être explicatif, ou le poème laisse de l'espace pour l'interprétation, donc on y trouve ce qu'on veut, dans une certaine mesure. Soit parce que parfois, vraiment, des mots percutaient la personne, parce que résonnaient intimement avec quelque chose de sa vie. Et puis après, on se disait au revoir. Alors d'abord, je mettais le poème dans une enveloppe. Enfin, avant ça, je le scannais pour avoir des mémoires des poèmes. L'enveloppe que je retamponnais, important. Et puis la personne partait avec le poème. Trop mignon. Et ça veut dire quoi, déversoir? Ça veut dire qu'il y a un déversé? D'où est venu le mot? C'est le paradoxe quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est qu'on y met toute son importance. Et écrire, c'est ma vie, en fait. Et j'étais en train d'écrire un album, et il y a cette pression, et de l'extérieur, l'injonction de produire, et intime, se confronter à un idéal pour essayer de faire quelque chose de grand, de beau, d'intelligent. Et donc, ça m'obsédait, mais plus je suis obsédé par l'écriture, moins j'arrive à écrire. Et j'étais très angoissé. Je me suis dit, mais pour me rassurer, je vais noircir une page. Et donc, ce carnet, c'était un endroit pour déverser le trop-plein, je sais pas, ce qui nous passe par l'esprit. Et donc, c'est resté. Qui n'avait pas d'enjeu d'album à sortir? Exactement, mais en fait, quand même, tout de suite, quand j'ai fini d'écrire ce texte, j'ai eu le réflexe plus simple, c'est comment ça va m'être utile? Est-ce que je vais pouvoir puiser dans cette matière pour faire une chanson? On veut tout de suite qu'une chose soit rentable. Et en fait, le texte m'a résisté complètement. Il était fermé sur lui-même. Et ça m'a fait un bien fou, cette résistance. Je me suis dit, merde, je peux rien faire avec ça. L'idée du cabinet est venue pendant le confinement. Je pense que c'est pas un hasard. J'ai eu le luxe de m'ennuyer. Et j'ai eu cette image du cabinet. C'est ce qui était aussi beau dans le cabinet, c'est pas une minute, c'est que quelle que soit la personne en face de moi, que ce soit il y a ma mère qui est venue, ou peut-être des gens que j'admire, qui m'intimident, certains grands artistes sont venus, un inconnu, une vieille dame, un jeune, c'était pareil. Et c'est rare dans la vie de faire des choses où on est autant aligné. Parfois, on se change un peu. On est intimidé, on veut montrer une certaine part de soi-même. Ça veut dire que vous étiez dans une forme de transe? Oui. Et je me suis imaginé toute une scène, comme une sorte de rêverie, qui dit beaucoup de ce que c'était en termes de droiture. Je me suis senti à ma place comme rarement. Donc là, comme là, en fait. Et je m'imaginais, avec la publicité qu'il peut y avoir autour du cabinet, des gens mal intentionnés, et puis savoir qu'il y avait un Matisse original.
Et donc, qui viendraient avec des armes, Ce serait trop bien. Des bandits, quoi. des bandits, J'aurais adoré. pour me prendre en braquage. otage, un braquage, et voler le Matisse. Braquer le poète. Trop bonne idée. Là, en fait, je me suis dit un truc hyper simple. J'ai senti que les poèmes me protégeaient. Et donc, je me suis dit, si ça arrive, je dirais à ces bandits, très bien. Mais d'abord, asseyez-vous. Je vous écris un poème. Ah, mais oui. Oh, on peut l'écrire, le poème des bandits, du Matisse. On peut jamais écrire Allez, ils le sont poème là. qu'on veut. Mais on peut écrire le poème dans l'instant. Alors, il y a des bandits qui arrivent là. Ils sont super déterminés et ils vont voler le Matisse. Je peux rien promettre. En Un tout cas, je carnet. peux faire un poème. Ah ouais, allez. J'ai pas le droit de refuser. Donc je me lance. On écrit ce qui nous traverse. C'est parti. Que vous avez l'heure? Il est 16h13. 16h13. Et voilà. Je vous lis. Bref est l'intermède qui nous mène ici. Les observateurs se font sentir sans être vus. Mais nous savons qu'au-dessus de notre tête, il y a cette caméra de surveillance. Les observateurs sont derrière et nous ne devinons rien de leurs intentions, ou tout du moins de leur mode opératoire. À chaque situation convenable correspond une façon de saccager, de secouer, de reprendre la main. Nouvelle carte. Tout le monde attend de savoir qui passera son tour et qui transformera la suite royale en paroles prophétiques. Je ne voulais pas inviter les bandits à ma table, mais sans insistance, ils sont quand même venus. Je n'ai pas voulu tricher ou les faire disparaître. Ils sont face à nous maintenant, et je vais peut-être tenter de leur sourire. C'est les poèmes des bandits. J'adore. Il Et est un peu inquiet, hein, votre poème minute aujourd'hui. c'est ça aussi, hein, l'écriture automatique, c'est accepter qui on est. C'est une écriture qui laisse la part de l'inconscient dominer. Parce qu'en fait, dans toute forme d'écriture, il y a une part d'inconscient. On fait comme si tout était sous contrôle. Là, c'est cette part qui domine. C'est un peu se tirer les cartes à soi-même. Tiens, aujourd'hui, c'était un peu dark. Là, c'est votre poème maintenant. Trop bien, merci. Comment vous avez écrit les poèmes que vous avez donnés au préambule du City Book Paris de Louis Vuitton? C'est la première fois que je faisais ça. C'était la première fois que vous faisiez ça? C'est la première fois que je mettais dans cette disposition de passer une journée entière à consigner qui me passe par la tête. Donc vous allez au Panthéon, au Jardin du Luxembourg ce jour-là, place du Maréchal Juin, porte de Courcelles. Vous avez voyagé. Vous pouvez nous lire celle du Père Lachaise. Donc il est 14h59. Ouais. Sur un banc, je suis pris, enchevêtré dans un maillage complexe. Tout scintille, comme la toile faite par l'araignée, c'est vrai. Mais je ne sais plus si je suis le prédateur ou l'insecte attendu par l'architecte arachnéen. Journée intense. C'est intense, c'est intense le Père Lachaise. Quand on se retrouve assis au milieu des tombes, on se met à penser un peu à la fugacité de la vie. Comment vous avez pris la mission de ce préambule du City Book Paris? Quand on m'a proposé, déjà, j'étais flatté, honoré, mais forcément avec un peu de pression. Le seul critère d'un bon poème minute, c'est celui de l'intégrité, de l'honnêteté, vis-à-vis de soi-même. Ouais. Parce qu'il y a une vulnérabilité, une vérité qui jaillit. Donc au moment où j'écris, il faut absolument que c'est moi-même, sans penser à une quelconque attente de la maison. Mais ça a été super chouette parce que vraiment, j'ai senti qu'il n'y en avait pas. C'est le vôtre, quoi. C'est votre Paris. Cette liberté-là, elle était essentielle. Mais de toutes les manières, cette façon d'écrire, ce jet de l'écriture automatique, c'est toujours une manière pour moi de prendre cette liberté, qu'on me la donne ou pas, de la retrouver. Vous donnez pas d'adresse dans le City Book, mais du coup, on va se servir du podcast pour Ouais. donner vos adresses Oui. parisiennes. Alors j'aimerais bien votre adresse où flâner. J'aime beaucoup marcher dans les rues, dans les rues du 20e. Là, si je dis le Père Lachaise après le poème que j'ai écrit, on va me dire... Ça s'inquiétait. Père Lachaise, quelle partie du Père Lachaise? Le haut ou le bas? Le haut, c'est... Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Bah, c'est un très joli parc, en fait. Oui. L'endroit où s'inspirer? Ce ne sont pas les endroits qui m'inspirent. Mais par exemple, le matin, je trouve que le matin est une bonne force pour écrire. Et il y a un café près de Bastille que j'aime bien, qui s'appelle le Café des Anges. Je me mets dans un petit coin. Et puis, On y boit quoi le matin? le matin, jus de pamplemousse, allongé, thé vert, un petit croissant. Ils font aussi des sacrées pâtisseries. Un endroit caché? Je peux pas vous le dire. Pas la bonne réponse. Est-ce que vous auriez un lieu pour dîner à nous conseiller? J'aime bien aller chez Yard. Ah oui, ok. Ouais. Et vous prenez quoi? Bah, en plus, c'est Entrée, une plat, super dessert cave. Ouais, je suis très gourmand. Entrée, Entrée, plat, dessert, petit tataki, les asperges de saison. Le lieu pour apprivoiser la nuitée? Bah là, j'étais au bain il y a pas longtemps, donc... Les bains-douches? Ouais. Il y a des bons fantômes au bain-douche en plus. Bon fantôme. Il y a Chris Jones qui vous souffle dans la nuque. Non, puis ce qui est sympa, c'est qu'il y a un joli bar.
On commence au rez-de-chaussée, on peut manger. Puis après, on descend dans le club. J'aime bien. Votre lieu refuge? J'aime bien l'hôtel Grand Amour et de la Fidélité. Puis je trouve qu'on peut y faire toute la journée. J'aime beaucoup les matins au café, moi. Ouais. Après, il y a le book bar, un endroit de lecture juste à côté, jusqu'à 2h. Et puis après, si on veut dormir, on peut. Et meilleur lieu où embrasser? Embrasser. Faut aller à un pont, faut aller sur un pont. L'endroit où crier? Faut aller au-dessus du périph', un endroit pour vraiment crier, quoi. Et j'ai une image, j'aimerais bien crier pas loin de la petite statue de la Liberté, là. Ah oui, Un peu trop calme et en même temps, je pense qu'on peut faire du bruit. L'endroit à Paris où les gens sont le mieux habillés? Dans le métro, en fait, je trouve. Parce qu'on a le temps de bien s'observer. Il y a des petits détails, les chaussettes, les sneakers, on décortique. Vous faites quoi après cette conversation? Maintenant, Ouais. je sais pas. Ah, trop bien. Ouais, c'est ça. Vous avez travaillé aujourd'hui ou pas? C'était du travail, Oui. cette conversation? Non. Et il va y avoir des déversoirs ou des choses comme ça dans l'avenir ou pas, où on va pouvoir consulter? J'espère. Pour moi, c'est un métier. Ce cabinet, c'était juste une inauguration. Je l'ai refait depuis, ponctuellement. Mais en fait, j'ai vraiment l'espoir de le refaire une année entière. Que d'autres le fassent. Je sais que quelqu'un à Lyon qui l'a fait pour quelques jours, pour à Toulouse. C'est un métier, il va exister, il faudra être patient. Du coup, c'est quoi le nom de ce métier? C'est quoi? Déverseur. Déverseur. Fleuriste et déverseur. D'accord, ok. Merci d'avoir déversé pour nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup, Arthur Merci. Teboul. Je suis hyper jaloux de ce dispositif qui est mis en place où on peut travailler sans travailler, où le travail est une liberté, où la liberté est son métier, que regarder les gens sur la ligne 11 du métro peut devenir quelque chose d'existentiel. C'est quelque chose de très, très, très beau. Il y a encore des successeurs à cette lignée poétique de ces grands rebelles parisiens avec des beaux chapeaux. C'est vraiment un épisode où j'ai les chakras qui se sont ouverts de plus en plus. Parce que là, si je sors dans la rue, je vais regarder les fleurs, je vais regarder les sculptures, les gens, je vais être de bonne humeur. Ça va être trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Louis Vuitton Extended. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires en compagnie de personnalités visionnaires. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner au podcast pour recevoir les notifications, comme ça vous ne loupez aucun épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis Vuitton Extended.